Ça, c'est une fille, une femme descendante de quelqu'un qui avait été capturé en Afrique, en fait. Phyllis Whitley. Phyllis Whitley. C'est l'une des premières, on dit qu'elle est surnommée la mère de la littérature afro-américaine. La littérature afro-américaine, c'est elle qui était la mère de la littérature afro-américaine. Phyllis Whitley. Maintenant, elle aurait été capturée autour de la zone du Sénégal-Gambie. Et on dit probablement de la famille Fulani. Vous voyez le truc? Parce que en fait, surtout au côte de la Gambie, en fait, les Bambara, les Malékés de Guinée, ils nous font croire que les gens qu'on appelle, si je ne me trompe pas, les Sosé, qui sont les Mandingos, qui sont vers la Gambie, là, les Sénégal, là, que eux, ils viendraient en fait du Mali, de la Guinée. C'est là-bas qu'ils sont venus pour aller vers là-bas. En réalité, c'est l'inverse, quand on regarde bien. C'est-à-dire que ces féticheurs-là, ils sont venus s'installer par les côtes d'abord, et de là-bas, maintenant, ils sont entrés vers le Mali et vers la Guinée. C'est pour cela que quand il y avait la guerre, ils avaient tendance à se replier vers là-bas. Quand la Jomata a notamment tapé les gars, les Bamanans au Mali, ils se sont enfuis pour retourner vers les côtes de la Gambie. Et c'est eux qui pratiquaient cette activité d'esclavagisme. Voilà. Dans le Gabou, le rang du Gabou. Et Djankewali, le dernier roi du Gabou, lui, c'était en réalité un peu quelque chose que les gens, ils n'arrivent toujours pas à assimiler. Mais c'était un peu. Et lui-même, il était arrivé au pouvoir par une guerre, en fait. Il y avait une grosse confusion dans la zone depuis que les gars, là, les noirs, là, s'étaient infiltrés là-bas. Voilà. Donc, elle, c'est une Fulani, père, considérée comme père de la littérature, en fait, afro-américaine. On a ce bouquin-là. Jupiter Ammon. Jupiter Ammon, l'un des plus grands écrivains, l'un des premiers écrivains, en fait, qui a relaté l'histoire de ce qui s'est passé de l'esclavage, vous voyez, non? En tant que captif, qui a relaté ça. Il s'appelle Jupiter Ammon. Voilà, donc le gars là, tous les grands lutteurs contre l'esclavage et machin, ou bien dans la remémoration historique, en fait, c'est revendique de ce Jupiter Ammon. Jupiter Ammon, maintenant, le premier truc qui est marrant, c'est que le nom Ammon. Ammon, c'est un nom peul, c'est Ammadi. Voilà. Si on va vers le Maghreb, peut-être un Maghrébin peut utiliser ça, il va dire, bon, ils avaient Bar Ammon là-bas, vers le côté, si je ne me trompe pas, Algérie ou bien Tunisie. Il peut revendiquer ce nom. Mais les autres ethnies noires en Afrique, ils ne peuvent pas revendiquer Ammon. Ammon, oui. Et ça, c'est pas un nom, le nom Ammon, c'est pas un nom chrétien. Oui. Ça, c'est un nom vraiment culturel, en fait. C'est pas un nom, c'est pas un nom chrétien. Pour dire que oui, il aurait acquis ce nom-là à travers à travers les gens qui l'auraient acheté. Et ce livre-là, et ce qui corrobore ça encore, vous voyez, on nous fait croire que je crois, on le fait passer pour un Igbo, si je ne me trompe pas. Mais son père s'appelle Obadia. Obadia. Vous voyez là, les Igbo là, c'est ce que je dis toujours, les Igbo, les Yoruba, dans leur noyau dur. C'est-à-dire que quand ils sont venus, ils sont greffés en fait. Ils sont greffés à des populations qu'ils ont trouvées là, qu'ils ont hybridées de façon intensive. Tout comme ce que Wodemaya a expliqué là, dans le cas du Ghana. Il a dit bien qu'il y avait des femmes, quand ils les capturaient, ils les vendaient pas, ils les gardaient pour eux et ils faisaient des enfants avec. Il faut comprendre qu'il y a quelques siècles en arrière, en fait, il n'y avait pas beaucoup de communication. C'est-à-dire que n'importe quoi pouvait se passer dans une région toute proche, mais de l'autre côté, les gens ne savaient rien du tout de ce qui se passe. Et même parmi des gens du même peuple. Par exemple, maintenant là, jusqu'à dans les années 2000 là, il y avait des peuples même, ils savaient même pas, ils savaient même plus qu'il y avait des peuples au Soudan. Il y avait des peuples qui savaient pas qu'il y avait des peuples par exemple au Niger. Vous voyez, non? Ou bien des gars du Niger qui savaient pas qu'il y avait des peuples vers la Gambie par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de communication. Du coup, les gars, quand ils venaient dans une zone, ils avaient la latitude de faire n'importe quoi, très longtemps, sans être détectés. Voilà. Surtout si la zone n'appartenait pas à un royaume particulier ou bien à un état particulier. Donc, lui, en fait, les deux noms qui s'enchaînent, ça montre que c'était un peu la réalité. C'était pas un Igbo. Voilà. Et vous voyez, quand les gars ils vous ont une haine contre vous particulière, il faut bien vérifier d'où ça vient. Si on voit pourquoi les Igbo là, ils sont très très réactifs comme ça, ils veulent pas voir d'un peu, ça a une source quelque part. Donc, lui aussi, c'est le père, si on veut, de la littérature afro-américaine, si on veut. Parce que c'est l'un des seuls qui a écrit, l'un des seuls qui a écrit pour expliquer voilà, sa condition et ce qui s'était passé dans son temps. Jupiter Ammon. Donc maintenant, les gars, il y a beaucoup de gens
qui sont ambivalents concernant les Peuls, mais ils sont un peu mélangés quant à comment considérer les Peuls. Parce que, en fait, on n'arrive pas à comprendre que les Peuls, c'est une nation, c'est un ensemble de tribus. C'est un ensemble de tribus. Et on voit par exemple les Peuls qu'on dit Walabella. Il y en a d'autres qui sont différents, avec des cultures différentes. Ça, c'est par exemple au Nigeria, Cameroun. Là, c'est au Nigeria, Cameroun. Ça, c'est en Guinée, par exemple. Et les Peuls sont très variés et très, très différents entre eux. Vous voyez, non? Mais par contre, c'est le même peuple, la même langue, c'est une nation, c'est un ensemble de tribus. Et moi, par exemple, voilà, là, par exemple, c'était un des grands, un grand militant pour la cause qu'on dit Black, de Chicago. Voilà, j'ai oublié son nom, mais bon, je pense que dans les commentaires, quelqu'un le verra. Voilà, mais lui aussi, il avait une tendance à s'affirmer peu, à se présenter comme peu. Et pourtant, lui, c'est un Américain, en fait. Voilà les Leonora Fulani. Ouais, et les deux là, c'est à peu près la même génération. Hein. Dans les années 80, 90 là, les gens ils avaient cette mémoire là était très vivante. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens qui se revendiquaient ou bien qui cherchaient à s'identifier comme Peul. Alors qu'en ce temps, dans le côté Afrique, les Peuls eux-mêmes, pas de balle, ils savaient même pas il y en a même qui savaient même pas que tout ça, ça existait en fait. Et ça coïncide aussi avec ce que l'honorable Elia Mohamed a dit lui-même. Parce que lui aussi, Elia Mohamed lui-même est très proche des vaches. Voilà, ça c'est en aparté. Voilà. Mais lui-même, dans l'histoire que Fard Mohamed lui a enseignée, là où il a dit que le point de départ de la tribu de Shabazz, pour ceux qui ont dit un peu Elia Mohamed, en fait, nous, dans notre propre tradition orale, il y en a certaines de nos traditions orales qui indiquent la même zone. Voilà. Donc, c'est chaud quoi, c'est chaud. Et puis regardez maintenant le corps des anciens Égyptiens. Vous voyez le corps, vous voyez le corpulence. En fait, c'était pas des géants et c'était pas des musclés au sens du corps. Voilà. C'était pas des géants, c'était pas des musclés au sens du corps. C'était des gens optimisés. C'est-à-dire que ni trop gros ni trop petit. Voilà, ça c'est par exemple ça c'est en Guinée. Par exemple cette coiffure là, chez le peuple partout où vous la voyez, ça c'est le peuple de Guinée. Et pourtant, il y en a chacun. Par exemple, ça c'est une femme du croix du Fouta Toro, ça. Voilà, dans la zone là-bas. Vous voyez le type de teint là, ça c'est le type de teint là, c'est cet aspect là, bien que bon, c'est un peu déformé par l'écran, mais cet aspect là aussi est typique de peu. Ça veut dire que ça c'est certains phénotypes qui ont tendance à disparaître aujourd'hui à cause de cette hybridation excessive là. Mais il y a ce genre de feux là aussi. Et c'est Roger Sabat là, qui est un écrivain, qui est juif en fait, et qui a expliqué que en fait les pharaons, non seulement ils s'appelaient pas pharaons, ils s'appelaient les Sahara, mais que je sais pas, c'est leur nom Osiris, c'était prononcé Israël, un truc comme ça, je sais pas si c'est en hébreu ou un truc comme ça. En fait, ça veut dire que le nom Osiris, ça coïncide avec Israël, fils d'Israël en fait. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que le Sahara, ça c'est un nom de Temicule. Voilà, c'est un nom de Temicule. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est-à-dire que, en fait, lui, c'est que déjà lui-même dans son livre, il a expliqué qu'en fait, les enfants d'Israël, c'était les Égyptiens même pharaoniques, en fait. C'était pas un peuple asservi à l'Égypte pharaonique, qui étaient les enfants d'Israël. Et maintenant, quand on colle à bout, on se rend compte que le peuple, en fait, on peut être considéré comme étant les enfants d'Israël. Dans le sens où on a plusieurs tribus, il y a les 12 tribus, mais nous, je ne sais pas si on a vraiment 12 ou pas, ou plus, je ne sais pas, mais je sais qu'on a beaucoup de tribus peuls, mais aussi qu'on est, voilà, avec l'Égypte antique, c'est point par point, quoi, voilà. Baby,